Bonsoir à tous. La gestion de la crise sanitaire est scrutée à la loupe dans le cabinet parlementaire d'un élu de la nation. 5 mois après l'apparition de la pandémie du Covid-19, ce député SDF dit avoir identifié des faits d'opacité, de surfacturation, de collusion et de conflits d'intérêts qui obscurcissent le pilotage de la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19. Il note également ce farouche opposant. Il multiplie des révélations fracassantes après ses propres enquêtes sur les zones d'ombre de la gestion de la crise sanitaire au Cameroun. Réélu pour la 3e fois député, il doit également faire face à une vague de critiques sur l'ambiguïté des positions politiques du SDF. En pleine crise anglophone, son bastion électoral dans le nord-ouest et le sud-ouest a basculé dans les rangs du parti au pouvoir, en dépit des contestations électorales, ne disposant plus de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et essuyant une contre-performance à la dernière élection présidentielle. Le SDF est-il en train de jouer sa survie dans un paysage politique où d'autres leaders imposent une nouvelle donne? Ce député, président régional du SDF pour le littoral, joue-t-il son rôle à travers ses enquêtes à charge contre les pouvoirs publics? Quel est son regard sur les crises multiformes décriées à travers la gouvernance au Cameroun? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour l'honorable Jean-Michel Nitieux, député SDF d'Ouvry-Est et également président régional du SDF pour le littoral. Honorable député, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité. Et sur ce plateau, avec nous, honorable député Jean-Michel Nitieux, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Good evening, Jonathan. Bonsoir, Cédric. Good evening, dear viewers. Thank you for joining us on this edition of La Vérité en Face. Good evening, honorable. Bonsoir. Et juste à côté de Jonathan, Duval Fangwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à l'invité, l'honorable Nitieux. Bonsoir. Et bonsoir, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Honorable Jean-Michel Nitieux, depuis quelques semaines, vous vous illustrez à travers des enquêtes que vous avez menées sur la gestion de la crise sanitaire. J'aimerais partager avec vous ces derniers chiffres, dernières statistiques concernant l'évolution de la pandémie au Cameroun. Selon le ministère de la Santé publique, le Cameroun compte déjà 16 708 cas confirmés de Covid-19, 385 décès des suites de cette pandémie, 14 539 personnes qui ont retrouvé la santé, environ 1700 cas actifs et 409 personnes hospitalisées et déjà 145 000 tests effectués jusqu'ici. À la lumière de ces données, honorable Jean-Michel Nitieux, pensez-vous que l'évolution de la pandémie, du moins la situation épidémiologique, est maîtrisée, comme l'a indiqué plusieurs fois le gouvernement camerounais? La situation est loin d'être maîtrisée. Je dois indiquer que le Cameroun est le pays d'Afrique noire le plus touché par cette pandémie, après, bien entendu, l'Afrique du Sud. Je voudrais vous donner quelques chiffres. L'Afrique du Sud, n'est-ce pas, qui a 394 000 cas, a 739 cas pour 100 000 habitants. Parce que, bien entendu, je parle, n'est-ce pas, de la proportion par rapport au nombre d'habitants. Le Cameroun est le 2e pays le plus infecté d'Afrique noire, avec 64 cas pour 100 000 habitants. Je continue, le Sénégal, 54 cas pour 100 000 habitants, la Côte d'Ivoire, 56 cas pour 100 000 habitants, le Soudan, 27 cas pour 100 000 habitants, l'Ouganda, 2 cas pour 100 000 habitants, l'Angola, 2 cas également pour 100 000 habitants. Donc vous comprendrez avec ces chiffres que la riposte a échoué, et que je pense que nos gouvernants gagneraient à être modestes et à changer radicalement la manière dont
n'est-ce pas, la riposte a été menée jusqu'à présent. Where is the failure? Honorable Jean-Michel Nicho, where has the government failed in its fight against COVID-19, the government of Cameroon precisely? Oui, déjà, quand on nous parle de 145 000 tests, je trouve que c'est complètement ridicule. On nous a parlé au début de cette pandémie de tests massifs, n'est-ce pas, en vue. On nous a dit que on avait importé, n'est-ce pas, du matériel pour réaliser les tests à grande échelle. Et nous constatons que uniquement 145 000 tests ont été effectués. Et il faut interroger d'ailleurs la qualité de ces tests. Parce que il m'est revenu qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ces tests, parce que il y avait des gens testés positifs, n'est-ce pas, qui se révélaient négatifs par la suite. Donc il y a un problème de fiabilité dans ces tests, vice-versa, des gens testés négatifs qui développaient la maladie par la suite. Vous comprenez? En gros, je peux dire que je suis extrêmement déçu par le nombre de tests qui a été effectué. Je me serais attendu qu'on soit au moins à 500 000 tests. Donc 147 000 tests, pour moi, c'est vraiment insuffisant. Pourtant, le gouvernement s'est mobilisé, indique le Premier ministre et le ministre de la Santé publique, un mois après l'apparition de la pandémie de Covid-19, autour de mi-avril. Il y a eu cette annonce de la création des centres agréés de gestion du Covid-19 dans les principales villes infectées, à savoir Douala, Yaoundé et Bafoussam, sur la gestion de ces centres agréés. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui? Sur la gestion de ces centres agréés, je dois d'abord noter que la plupart de ces centres manquent le minimum nécessaire pour faire face à la gestion de cette pandémie. Absence de médicaments, absence de matériel, disons, absence de tests et surtout concernant les centres mobiles comme Bapelépé, c'est des centres qui, par exemple, Bapelépé devait être ouvert depuis 3 mois, selon le ministre de la Santé. Ce centre n'est toujours pas opérationnel. On a des toilettes qui sont dehors, c'est-à-dire que les malades sont obligés éventuellement de sortir pour aller, disons, se mettre à l'aise. Autant de bricolage que je dénonce ici. Mais il y a une visite du secrétaire d'État en charge des épidémies qui a noté que le souci plutôt se trouvait au niveau de la connexion entre les équipements médicaux et le système électrique. Il a visité ces fameuses toilettes qui étaient au centre d'une controverse durant plusieurs semaines, notant qu'elles ont été certes construites à l'extérieur, mais ceci c'est pour garantir les questions d'hygiène et de salubrité. Que pensez-vous de ces arguments? Non, c'est des arguments qu'on ne peut pas retenir. Et lorsqu'on sait que ces centres, ces toilettes, autant pour moi, ces toilettes d'un autre genre, sont facturées à 100 millions de francs par mois, n'est-ce pas, à l'État, je trouve que quand même, là, il y a exagération quelque part. Comment vous parlez de facturation de 100 millions de francs? 100 millions de francs. Vous vous appuyez sur quoi concrètement, honorable Je député? m'appuie sur des informations que j'ai, n'est-ce pas, indiquant que ces toilettes ont été facturées et à 100 millions de francs par mois,
n'est-ce pas, aux contribuables. Le ministre de la Santé publique a indiqué que l'aménagement des centres spécialisés des stades militaires et stades Mbappé-Lépée, y compris l'équipement en matériel médical et mobilier hospitalier, tout ceci a coûté 836 millions de francs CFA. Pour aménager à la fois le stade militaire et le stade Mbappé-Lépée, il y met l'équipement en matériel médical et le mobilier hospitalier. Que pensez-vous de ces fonds qui ont été débloqués pour l'aménagement de ces sites visant à accueillir des patients atteints de Covid-19? Je crois que le ministre se contredit. Le ministre de la Santé se contredit totalement. Parce que quand dans son point de presse, il parle de 8 milliards pour les travaux, il s'agit de quels travaux? Il parle de 6 milliards pour les équipements de protection, 4 milliards pour le matériel. Pour quel matériel? Donc, vous comprenez les chiffres qu'il avance. J'ai l'impression que le ministre de la Santé ne cesse de mentir, il ment surtout, sauf sur l'essentiel. Donc, ces chiffres, je crois qu'ils ne sont pas fiables. Le ministre... Why do you think that the minister is lying? What are the proofs that you have at your disposal to prove that what the minister is saying is not exact? The figures that he's presenting, that this money, this amount was spent for this, 8 million for this, 4 million for this, and so on. But you're saying that he is lying. Oui, une chose est claire. Quand un ministre, quand on donne la possibilité à un ministre de dépenser 20 milliards sans contrôle, 20 milliards dépensés de gré à gré, sans aucun appel d'offres, avec un mercurial stratosphérique, j'aimerais autant dire que je ne suis pas fondé à donner du crédit à ce que le ministre dit. Parce que quand je me rends compte que cet argent a été dépensé, ces 20 milliards, alors que la structure médicale en charge normalement de l'achat et d'approvisionnement, le Sénamé, a été mis de côté. Pourquoi est-ce que cette structure a été mise de côté? Mais le ministre indique qu'il a obtenu l'autorisation de passer par la procédure des marchés spéciaux, ce qui lui donne le droit de saisir un prestataire et de lui offrir toute commande possible. C'est la réponse qu'il donne sur cette gestion qui est en cours et qui a déjà coûté aux contribuables camerounais près de 20 milliards de francs CFA. Oui, mais ce que je voudrais demander au ministre, c'est de nous donner la liste de ces prestataires. Quels sont ces prestataires? Deuxièmement, que le ministre, je veux dire la liste des adjudicataires. Deuxièmement, les bons de commande qui ont été, disons, délivrés à ces prestataires, les PV de réception, n'est-ce pas, des différentes prestations. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Honorable, what problem do you have with the award of COVID-19 contracts? What is the problem? Is it with those who are executing the contracts, the manner in which the contracts are awarded? Where is the problem? Mon problème, j'espère que je vous ai bien suivi, et excusez-moi de devoir m'exprimer en français. Go ahead, please. Mon problème,
C'est que j'ai le sentiment que le ministre de la Santé profite de la détresse des Camerounais pour s'enrichir et enrichir la mafia qui se constitue autour de lui. Can you prove that? C'est simple à prouver. Je voudrais me limiter uniquement avec à cette affaire un peu rocambolesque du riz provenant du fonds de solidarité de Orca. Le ministre a prétendu que le riz avait été distribué, mais j'aimerais savoir si un jour, alors qu'on a fait venir plusieurs fois des journalistes pour couvrir des cérémonies banales de distribution de seaux maçons, est-ce qu'on vous a invité pour couvrir, n'est-ce pas, la distribution de dons de riz d'Orca? Le ministre de la Santé publique a publié des communiqués dans lesquels il fait savoir que ces sacs de riz ont été transférés dans les différentes régions du Cameroun et transmis aux gouverneurs de région pour que ces autorités puissent les distribuer aux populations les plus défavorisées. Le ministre a transféré le riz, c'est ce qu'il indique, mais j'ai la preuve que ce riz, une bonne partie de ce riz a été vendu à des particuliers à Douala et à Yaoundé. Est-ce que ça, c'est de la faute du ministre, alors que lui, il indique clairement dans ses communiqués qu'il y a eu une distribution, une répartition à travers les 10 régions du Cameroun? Est-ce que pour vous, c'est le ministre qui aurait ordonné il n'y a eu aucune traçabilité dans la gestion de ce fonds de solidarité. Je parle de riz, je peux parler d'autre chose parce que... Non, restons sur le riz pour comprendre un peu concrètement comment ça s'est passé. Vous dites qu'à Douala et Yaoundé, il y a eu des ventes de ce qui a été donné gratuitement au gouvernement camerounais dans l'optique de venir en aide aux populations face à la pandémie de Covid-19. Oui. Comment est-ce que cela a été fait concrètement? Le ministre prétend que le riz a été dispatché au niveau des gouverneurs, mais il le dit quand il a été acculé, il a été obligé de trouver, n'est-ce pas, une réponse qui ne nous satisfait pas. Parce qu'il n'y a aucune traçabilité. None of the governors have so far said they didn't receive any rice. Mais quel gouverneur a confirmé avoir reçu le riz? Et nous voudrions savoir, n'est-ce pas, comment ce riz a été acheminé jusqu'au gouverneur? Est-ce que ce que les gouverneurs ont fait de ce riz? Who sold the rice? Who sold the rice, Honorable? You said some people sold the rice to individuals. Who sold the rice? Pour l'instant, je réserve cette réponse, n'est-ce pas, à une éventuelle commission d'enquête qui sera mise, parce que c'est ce que nous demandons. Vous êtes également dans vos enquêtes en train d'évoquer ce que vous avez appelé les fake malades qui existent dans les centres agréés Covid-19. De quoi il s'agit concrètement, honorable député? Il s'agit des malades imaginaires qui sont, disons, internés pendant 2 jours en simulant les symptômes, moyennant quoi on leur donne 600 000 francs pour les 2 jours passés, sachant que la prise en charge d'un malade coûte 300 000 francs par jour à l'État. Ces malades imaginaires
n'est-ce pas, sont par la suite facturés pour la durée de la quarantaine, de la quatorzaine, 4 200 000. Je prends l'exemple de Yassa, où il y a à peu près au total 10 malades qui sont passés par là, et officiellement, dans les registres, on a enregistré 140 malades. Et qui étaient les autres au différentiel? Ben, les 130 autres malades. Les 140, c'est des malades imaginaires pour lesquels l'État a déboursé 300 000 fois 14 fois 140. Voilà les malades imaginaires. C'est pourquoi vous allez voir que le taux des malades qui se sont remis, n'est-ce pas, de la Covid, sont assez élevés, sans qu'on nous dise comment exactement ça s'est passé. Parce que le ministre lui-même reconnaît que le taux d'occupation des lits est faible dans les centres. Peut-être parce que les malades sont méfiants. Mais toujours est-il que les chiffres, n'est-ce pas, du ministre sont assez problematiques. Government thinks that the fact that the number of persons who have been successfully treated of COVID-19 is high, very close to the global figure of persons tested positive for COVID-19, more than 14,000 who have been treated. Government thinks that that's an indication that it is managing the pandemic well, it is succeeding in the management of the pandemic. Non, il y a une manipulation des chiffres dans un but de camoufler, n'est-ce pas, toute la mafia qui est organisée autour de la gestion de cette pandémie. Est-ce que vous n'imaginez pas, honorable Jean-Michel Nitieux, qu'il y aurait comme une sorte de malaise pour des citoyens, des compatriotes, et même des Africains qui nous regardent partout sur le continent et même ailleurs, de voir qu'il y a un député de la nation sur une chaîne de télévision, après avoir parlé sur les réseaux sociaux, qui parle de ministre en fonction, en utilisant des termes genre non, il a menti, non, il a fait ci. Est-ce qu'en tant que député de la nation, vous n'auriez pas, est-ce qu'il n'était pas plus convenable d'utiliser les cadres et les canaux légaux, par exemple les mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale, pour interpeller le ministre et essayer d'avoir des informations précises sur les situations qui sont dévoilées? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir, je veux dire, des résultats qui soient nettement meilleurs et fiables? Oui, je pouvais bien utiliser ces canaux-là, mais j'ai tout à fait le droit d'utiliser tous les canaux que je juge, n'est-ce pas, utiles pour informer les Camerounais, pour contrôler l'action du gouvernement, et c'est mon rôle statutaire, et surtout pour dénoncer les dérives managériales. Parce que si un ministre se comporte comme un voyou, je ne suis pas obligé d'attendre 3 ou 4 mois. Vous savez combien de finir une session pendant laquelle le ministre n'a pas daigné, n'est-ce pas, apparaître, alors qu'il avait l'occasion de le faire, parce que nous avons eu une plénière spéciale concernant la contribution de la médecine traditionnelle à l'offre de santé. Et parce que sur cette question, justement... Or, le ministre ne s'est fait représenter.
Je dois dire que un gouvernement travaille à temps plein, et le député aussi. J'ai pas besoin d'attendre une session parlementaire pour dénoncer les manquements du gouvernement qui est en place, surtout qu'il y a des précédents. Vous savez, si j'ai fait de cette affaire une affaire personnelle, c'est parce qu'il s'agit de la santé des Camerounais. On sait que ce gouvernement nous a habitués à d'autres scandales, pour ne parler que de la canne, n'est-ce pas, que j'ai dénoncé en son temps, pour lequel, le scandale, j'ai eu même à initier des manifestations sévèrement réprimées, vous vous rappelez, parce que c'était une honte pour nous que la CAN ne soit pas organisée au Cameroun. Oui, ma question porte davantage sur... Donc, je suis dans mon rôle. Oui, c'est vrai que vous êtes fondé d'utiliser tous les canaux que voilà. vous... Et donc, mais en tant que député, ça aurait peut-être été nettement meilleur de voir qu'un député utilise justement ces mécanismes-là. Je ne peux pas... Vous savez, nous sommes... et je dois le rappeler... Et si ça s'avérait plus tard, c'est un problème de communication, nous sommes, écoutez, nous sommes en dictature. Nous sommes en dictature et je veux que mon action soit efficace. Parce que je ne peux pas aller m'enfermer dans une assemblée pratiquement monocolore où le parti au pouvoir s'est attribué frauduleusement une majorité obèse, où nous ne disposons même plus de groupe parlementaire à cause de la fraude électorale et de la crise dans le Nord-Ouest. Je ne peux pas aller m'enfermer dans cet espace-là parce que je veux utiliser les canaux habituels. Mais vous êtes député, vous avez été élu. Et voilà, ça ne m'empêche pas d'utiliser cette voie-là. Je vous rappelle que je suis l'un des députés, n'est-ce pas, qui envoie le plus grand nombre de questions orales au gouvernement. Et je vous rappelle d'ailleurs... Est-ce que dans le cas d'espèce, il y a eu une interpellation précise du ministre de la Santé à laquelle il n'a pas daigné répondre? Dans le cas précis de la gestion du Covid, est-ce que vous avez utilisé... je veux dire, c'est parce qu'il faut que je vous explique comment fonctionne l'Assemblée. Le député... en tout cas, peut interpeller le ministre à travers les questions orales. Quand on dit questions orales, en réalité, c'est des questions écrites. Et ces questions sont envoyées au niveau de l'Assemblée, reçues par... la conférence des présidents, et par la suite, elles peuvent être programmées, n'est-ce pas, au bon vouloir du président de l'Assemblée. Et je vous rappelle que j'ai vécu des expériences assez malheureuses où j'avais interpellé des membres du gouvernement sur des sujets précis, et quand mes questions étaient programmées, elles étaient sans objet parce que ce n'était plus d'actualité. Ça, c'est des manœuvres que nous connaissons au niveau de l'Assemblée. Parce que dans le cas précis, avec votre permission, Cédric,
Vous savez que le ministre de la Santé a réagi aux plaintes, je veux dire, à vos doléances. Le 17 dernier, alors qu'il inaugurait, il était à Ibolova, dans le cadre de ses activités, il a été interpellé par des confrères, je crois, de mutation, et il a répondu en indiquant qu'il ne comprenait pas pourquoi un député de la nation l'interpellait à travers les réseaux sociaux, alors qu'il y avait... il sait très bien que un député ne peut pas directement lui demander de venir dans l'urgence lui répondre. Or, cette pandémie, c'est quelque chose de spécial. On lui a donné la possibilité de gérer 20 milliards de manière spéciale. Ça veut dire que tout s'est fait, n'est-ce pas, dans un contexte, n'est-ce pas, d'urgence. Si cela s'avérait plus tard, si s'avérait plus tard, que ce que vous avez dit était juste lié à un problème de communication ou d'incompréhension, parce qu'il a répondu sur au moins deux aspects sur les doléances que vous avez émises. Il a dit que sur la question des toilettes mobiles, vous êtes à Douala, je reprends exactement ce qu'il a dit. Il vous suffit de vous rendre au stade Mapelepe pour réaliser qu'il y a un nombre un peu plus important de toilettes mobiles. C'est l'élément qu'il a indiqué. La deuxième chose, c'est sur le fond. Les toilettes mobiles qui ont été déposées à l'extérieur, n'est-ce pas, alors, et sur la question du fonds de dotation spéciale, il a indiqué que si vous aviez échangé avec le ministre des Finances, vous auriez dû vous rendre compte que ce fonds n'est pas encore opérationnel. C'est ce qu'il a répondu. Oui, mais bien sûr. Alors, est-ce que vous ne réalisez pas qu'il peut y avoir un problème d'incompréhension, un problème de communication, et qu'un échange avec le ministre de la Santé aurait pu aplanir ces divergences et ces incompréhensions pour que vous ne soyez pas obligé de venir le traiter de menteur sur un plateau de télévision? Non, il n'y a pas eu... Il n'y a aucun problème d'incompréhension. Je considère que le ministre de la Santé publique a organisé Mafia pour s'enrichir sur le dos des Camerounais à travers les marchés de gré à gré qu'il donne à ses amis. Et c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure, et je voudrais prendre les Camerounais à témoin. Le Premier ministre a parlé éventuellement de la Chambre des comptes. La Cour suprême. C'est pas, pour moi, je pense pas que ce soit opportun, parce que la Chambre des comptes, nous savons que la Chambre des comptes a eu par le passé à faire des rapports. Quelquefois, la Chambre des comptes fait des rapports quand, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le sujet n'est même plus d'actualité. Et personne n'a jamais pris au sérieux ce que la Chambre de compte fait. Je ne sais même pas pourquoi cette Chambre... Mais finalement, qu'est-ce que vous attendez? Donc, oui. ce que je veux, ce que je souhaite, c'est une commission d'enquête. Une commission d'enquête, n'est-ce pas, qui, très rapidement, parce que, encore une fois, il s'agit de la santé des Camerounais. Justement, honorable Jean-Michel Nitieux, j'aimerais qu'on reste sur les enquêtes que vous avez menées durant cette situation sanitaire difficile pour les Camerounais. Vous insistez particulièrement sur la passation des marchés dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Le ministre, quant à lui, il indique qu'il y a une commission spéciale qui a été mise sur pied et qui a pour rôle de préparer et donner son avis sur les projets de marché et de lettres de commande spéciaux qui sont passés au sein de son ministère. Cette commission spéciale est constituée des experts du ministère de la Santé, experts du ministère des Finances
et expert de l'Agence de régulation des marchés publics au Cameroun. La mise en place d'une telle commission est-elle rassurante pour vous pour garantir la transparence dans la gestion des commandes, des bons de commande publics effectués dans le cadre de cette gestion de la crise sanitaire? Mais, Monsieur Noufélé, vous savez que il y a tout un gouvernement en prison. Et quand nous avons dénoncé, n'est-ce pas, le dérive managérial, on nous a toujours expliqué que tout se fait normalement selon les bonnes procédures. Mais ça n'a pas empêché que par la suite, on nous donne raison. On avance un ministre en prison. Vous comprenez? Donc, ce que le ministre de la Santé raconte, c'est comme un disque rayé. J'ai déjà entendu. Hein, je crois tout simplement que le ministre de la Santé, s'il n'a rien à se reprocher, et je voudrais d'ailleurs l'interpeller, parce qu'il a fait un point de presse. Je voudrais lui demander, par exemple, pourquoi l'organisme, n'est-ce pas, en charge des commandes des intrants médicaux a été mis de côté. Je veux parler de la Sénamé. Il a dépensé 20 milliards, détaillés comme suit: 8 milliards pour les travaux, 6 milliards pour les équipements de protection, 4 milliards pour le matériel. Quel matériel? Pourquoi on va dépenser 8 milliards alors pour les travaux, alors qu'il n'y avait même pas de poste d'oxygène dans les hôpitaux, dans les ambulances? Ici à la Quintini, il n'y a pas de scanner. Pourquoi n'avoir pas prévu d'installer un scanner, sachant que c'est un matériel extrêmement important dans la prise en charge des malades? Le ministre a indiqué que ces fonds, les 20 milliards de francs CFA, ont servi en partie à obtenir 300 lits de réanimation, 2500 lits d'hospitalisation avec matelas, 150 équipements d'assistance respiratoire et près de 6 millions d'équipements de protection individuelle. Pour lui, il a présenté ces chiffres pour justifier le bilan de l'utilisation de ces 20 milliards de francs CFA, indiquant que 700 millions ont été mis à disposition des formations sanitaires pour leur permettre de couvrir les charges afférentes à la prise en charge médicale des cas de Covid-19. Oui, est-ce que cette répartition, cette utilisation des fonds pour vous répond aux préoccupations des hôpitaux qui sont engagés dans la lutte contre la pandémie? Mais quand il parle d'avoir donné 700 millions aux hôpitaux, encore une fois, il manque, c'est faux. Excusez-moi d'être cru. L'hôpital à Quintini a reçu 25 millions. L'hôpital de Yassa, 15 millions. L'hôpital Gérard de Douala, 20 millions. Et c'est pratiquement les mêmes montants qui ont été dispatchés à Yaoundé. Et Yaoundé et Douala, c'est les plus grandes métropoles du Cameroun. Et quand tu additionnes ces montants, ça n'atteint même pas 100 millions. Donc, il y a véritablement un problème dans les chiffres que le ministre donne. Peut-être ces chiffres du ministre de la Santé correspondent à d'autres lignes budgétaires que vous n'avez pas intégrées dans votre enquête? Mais c'est pourquoi nous demandons qu'une commission d'enquête fasse la lumière sur la gestion de ces pandémies. Comme je le dis, je le répète, il s'agit de la santé des Camerounais. Si nous avons toléré
les dérives dans la gestion d'autres événements, comme je le dis, comme la Cannes. Les Camerounais ont été plus ou moins... il y a eu une certaine passivité. On n'a pas réagi à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'on devait faire face à ce genre de scandale. Quand quelque chose touche la santé des Camerounais, parce que la Covid, la pandémie Covid, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de chapelle politique, il n'y a pas de... Ça touche tout le monde. Et je pense que il faut être criminel pour profiter, n'est-ce pas, pour essayer de profiter, n'est-ce pas, de la détresse des Camerounais. Honorable Jean-Michel Nitieux, pourquoi la mercuriale pratiquée dans le cadre de la passation de ces marchés spéciaux vous pose problème? Vous savez, la mercuriale au Cameroun, c'est quelque chose de terrible pour un pays très pauvre, très endetté. J'avais eu, ça fait une dizaine d'années à peu près, à interpeller ce ministre, l'ancien ministre des Finances, Simi Millet, qui est en cavale. J'ai attiré son attention sur le fait qu'il était scandaleux que un bic acheté au coin de la rue soit facturé à 1000 francs à l'État. Il avait reconnu qu'effectivement, il y avait des problèmes. Mais 10 ans après, rien d'important n'a été fait pour corriger cette dérive managériale. Quand je... Vous voyez, Monsieur Nouffelet, parce que pour que les Camerounais comprennent, voilà un bon de commande administratif. Voilà, si vous pouvez le lire. Gant. Alors, c'est un bon qui porte sur du matériel, n'est-ce pas, gants de latex, 1000 boîtes facturées à 10 000, ce qui fait un total de 10 millions. Or, ce gant est acheté en pharmacie, et je rappelle que les prix des pharmacies sont homologués par le ministre de la Santé, par le ministère de la Santé. Donc il suffisait, sachant que ce ministre avait ses fonds à sa disposition, il suffisait tout simplement, n'est-ce pas, de s'approvisionner dans les pharmacies. Alors, un masque, je vais dire, excusez-moi, 1000 gants sont facturés à 10 millions, alors que il devait coûter 3 500 000. Ça veut dire que le gant est facturé 3 fois plus. Thermomètre infrarouge, qui coûte 25 000 unités, est facturé à 125 000 unités. Donc 6 fois le prix pratiqué en pharmacie. La combinaison de protection, qui coûte 15 000 en pharmacie, est facturée à 80 000. Donc un différentiel de 65 000. Ce bon de commande qui fait 331 000, si ce matériel avait été acheté en pharmacie, ça aurait coûté 93 millions à l'État.
331 millions, vous voulez dire 380, ça aurait coûté, s'il était acheté, si le matériel avait été acheté en pharmacie, il aurait coûté 93 millions à l'État. Et là, ça coûte combien? Alors, ici, ça coûte 331 millions 836 000. Donc, un différentiel de 237 millions, autant pour moi. Honorable Jean-Michel Nicue. Ce n'est qu'un seul bon. Imaginez-vous, n'est-ce pas, que le ministre ait à faire 10 bons. Alors, sur cette régulation des prix, honorable Jean-Michel Nicue, parlant de la combinaison, les prix de combinaison intégrale, le ministre indique dans son point de presse que les prix des combinaisons intégrales proposées par les prestataires les prix varient entre 47 000 et 80 000 francs CFA et que sa commission a redressé ces prix pour qu'ils soient achetés entre 33 000 et 35 000 francs CFA pour le prix des combinaisons intégrales. Il fait savoir que les masques à usage unique ont été acquis entre 750 et 1150 francs CFA. Pourtant, les prix sur le marché étaient fixés à environ 3000 francs CFA. Le ministre estime que la commission spéciale qu'il a mis en place a revu à la baisse les prix proposés par les prestataires dans le cadre de ces marchés spéciaux. Oui, mais ces commissions, c'est lui qui a mis en place ces commissions. Donc, c'est sa commission qui fait ce qu'il demande. Je vous présente un bon de commande administratif avec un différentiel, n'est-ce pas, de 237 millions, qui le prix normalement pratiqué en pharmacie est multiplié pratiquement par 6. C'est-à-dire qu'il suffisait tout simplement d'aller dans n'importe quelle pharmacie, acheter ce matériel et on aurait économisé 237 millions. Mais il faut préciser que le bon de commande en question, le gouvernement, le ministère de la Santé publique n'a jamais reconnu ni officiellement ni officieusement que ce bon a été formellement commandé et que le marché a été réalisé et les fonds payés. C'est pourquoi nous demandons une commission d'enquête. Nous voulons qu'une commission d'enquête vienne faire la lumière sur cette gestion. Vous vous rappelez, quand nous avons, en son temps, quand les députés du SGF avaient interpellé le ministre Mouchipou Seydou par rapport au marché fictif, on nous avait dit que tout se passait dans les règles de l'art. Mais quand une commission, n'est-ce pas, a été mise sur pied, on a découvert l'ampleur, n'est-ce pas, de la mafia. Donc, ce que nous voulons, si le ministre n'a rien à se reprocher, voilà, que une commission d'enquête descende là-bas et puis il va faire la lumière sur sa gestion. Et parlons de sa gestion de ces 20 milliards de francs CFA mobilisés depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le ministre indique que 916 millions de francs CFA en termes de ressources ont été mis à la disposition des régions du Cameroun et 267 millions de francs CFA pour les autorités administratives et 649 millions pour les délégués régionaux. Est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles 216 millions de francs CFA sont octroyés aux autorités administratives dans les régions du Cameroun en pleine crise sanitaire? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gouverneurs ont un budget pour assurer, n'est-ce pas, leur mission régalienne. Moi, je ne comprends pas pourquoi on avait à leur donner, n'est-ce pas, des fonds supplémentaires. Est-ce que la crise sanitaire peut justifier l'octroi de ces fonds aux autorités afin qu'elles puissent se mouvoir sur leur territoire de commandement et sensibiliser elles aussi les populations? Oui, j'aurais préféré que des fonds comme ceux-là soient donnés en appui aux efforts, par exemple, des naturopathes comme Cléda et d'autres, pour leur apport, n'est-ce pas,
dans la stratégie de riposte. Je ne sais pas, en réalité, ce que les gouverneurs, quel rôle est-ce qu'ils avaient à jouer précisément dans le plan de riposte de cette pandémie. J'ai l'impression que le ministre de la Santé a voulu faire plaisir à ses amis, c'est tout. Donc, tout ça est complètement irrationnel. The governors and the regional delegates of public health are involved in the response plan of government. Oui, peut-être les délégués régionaux, les délégués régionaux, d'accord, mais les gouverneurs, bon, à la limite, je ne peux pas expliquer l'utilité de mettre de nouvelles ressources à leur disposition. Vous savez et le ministre, disons, dans sa communication, il donne beaucoup de détails sur les dépenses que je dirais périphériques, mais il faut qu'il explique ce qu'il a. C'est-à-dire que quand il parle de 8 milliards pour les travaux, quels travaux? Les 6 milliards équipements de protection. Mais il y a la construction des unités d'isolement. Il a indiqué dans les villes de Bertois, Ngaoundéré, Garoua, Ebolova, Mandjou, Douala, et un point également à l'aéroport de Simalène, à Yaoundé. Il fait savoir qu'il y a eu la rénovation, la réhabilitation et l'extension de certains pavillons dans les hôpitaux général de Douala, général de Yaoundé, hôpital central de Yaoundé et l'hôpital Jamo à Yaoundé, qui ont coûté près de 1,745 millions de francs CFA. Et pour les unités d'isolement, il parle de près de 2 milliards de francs CFA construites à travers les principales villes du Cameroun. Est-ce que ces données, ces détails-là, vous rassurent sur l'utilisation de ces fonds? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que ça, c'est les chiffres que le ministre de la Santé donne. Et je crois que comme toutes ces opérations ont été faites sur le base de gré à gré par ses amis. Je pense qu'il est important qu'une commission d'enquête, n'est-ce pas, vienne faire la lumière. Vous êtes en train de faire un procès d'intention au ministre de la Santé publique. Il a réagi entre la ligne à vos propos. Il indique que ces enquêtes menées par l'honorable Michel Nitieux sont des polémiques qui éloignent la communauté nationale du principal problème, à savoir juguler la pandémie du Covid-19. Il précise que son souci, c'est de respecter les règles d'éthique, de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des fonds dédiés à la crise sanitaire. Pour vous, enquête polémique, inutile, qui éloignerait les Camerounais du problème de fond, selon le ministre de la Santé publique, à savoir juguler la pandémie de Covid-19, qui enregistre déjà près de 16 000 cas de personnes infectées par cette pandémie. Je crois que le ministre de la Santé a l'art des formules. La gestion du ministre de la Santé est se fait dans une opacité totale. Quand il vous dit que c'est une commission qui fait ci, c'est une commission qui fait ça, il faut dire que tout ça, ça se fait sous forme de délit d'initié.
Vous comprenez? C'est-à-dire que à travers les sociétés écrans, et il y a une vidéo qui est devenue virale, qui parlait d'une maison acquise à Bastos au profit de ce ministre, et qui l'a amené à offrir, à donner l'exclusivité de la commande des tests et de tout le matériel. Ce sont des accusations graves, honorable député. Le ministre n'a jamais reconnu d'avoir offert à ses proches de telles facilités dans les procédures de passation des marchés spéciaux. Un ministre a le droit d'avoir un logement, quel que soit le quartier résidentiel de Yaoundé. La société Medellin, qu'est-ce qui fait problème concrètement? La société Medellin médicale qui a été inaugurée en grande pompe par le ministre et qui a l'exclusivité de la commande en ce qui concerne l'ensemble du matériel concernant la COVID-19. Cette exclusivité peut être liée au fait que cette structure a les compétences, la surface financière et a présenté des atouts importants que le ministre de la Santé a jugé nécessaire de confier ces marchés-là. Avant l'avènement de la Covid, vous avez entendu parler de cette société? Mais honorable, que répondrez-vous à ceux qui peuvent avoir le sentiment qu'il y a un acharnement contre le ministre de la Santé? Il faut se rappeler qu'il y a 2 mois environ, vous avez appelé à la démission du ministre de la Santé publique. Maintenant, vous accusez le ministre d'un certain nombre de choses. Vous avez dit que c'est un menteur. Vous avez dit qu'il profite de la Covid pour se faire de l'argent. Maintenant, vous ajoutez, pour enfoncer le clou, qu'il y a une sorte de délit d'initié parce qu'il y a des sociétés écrans qu'il aurait créées. Tout à fait. Que répondez-vous à ceux qui pourraient penser qu'il y a un acharnement contre le ministre de la Santé publique? Oui, je m'acharnerai sur tous ceux qui profitent de la détresse des Camerounais pour s'enrichir. C'est un acharnement, j'assume. Les accusations peuvent être gratuites, sans fondement, honorable député. Au regard des éléments mis à la disposition du public par le ministre de la Santé publique. Vous savez, il y a des choses qui ne trompent pas. Ce n'est pas tous les jours que le Premier ministre demande à ce que, même si je ne crois pas beaucoup à l'efficacité de ces démarches, que la Chambre des comptes, c'est parce que le Premier ministre sait que la plupart des éléments que nous avons dans notre enquête sont fondés. Voilà. Donc, je dis, je ne peux pas en dire plus. J'ai demandé une commission d'enquête et je tiens des éléments factuels à la disposition, n'est-ce pas? Et si rien n'est fait, je vais faire une autre sortie pour être plus précis. I want to get some precisions on the contracts at the level of the different special centers, special COVID-19 centers. You seem to have a problem just with the award of the contracts. Have you done findings on the work done on the ground? Is the work not corresponding to the money that has been spent as announced by the minister? Oui, mais where the figures inflated? Where is the problem with the works? Je ne sais même pas comment
les malades qu'on prétend avoir guéris, dans quelles conditions ils ont été pris en charge. Parce que vous savez comme moi que, contrairement aux affirmations du ministre de la Santé, les tests ne sont pas gratuits. Et les tests sont même insuffisants. Les tests sont même insuffisants. Au point où on est en train de vouloir recourir aux tests. Bon, c'est des aspects techniques que je ne maîtrise pas bien, mais qui ne rencontrent pas beaucoup l'assentiment des spécialistes parce qu'ils pensent que ces tests ne sont fiables qu'à 50%. Yes, that's about Dans the test, dans les special COVID-19 centers. hôpitaux où je suis passé, il y a de manière chronique manque de médicaments, de chloroquine, de ce médicament, ce protocole, ce médicament associé au azithromycine. Azithromycine, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a par exemple des médecins qui sont morts pour avoir voulu protéger, sauver les Camerounais. Les médecins n'ont pas le minimum nécessaire pour se protéger eux-mêmes. Yes, but that's about the protection of health personnel. Donc, that's another problem. Générale, about the test, that's another problem. But the establishment of special COVID-19 centers, there's a huge chunk of the 20 billion francs CFA that was awarded to that. Have you done findings at the level of the Mbapelepe Stadium, for example, the center there, the military stadium in Yaoundé, and the others? The work done, is it not corresponding to the amount of money announced by the minister? I think 8 billion francs CFA or so. Il faut dire quelque chose. Le ministre a dépensé 20 milliards. Mais en réalité, si on évalue tout, disons, si on fait, disons, si on vérifie de manière extrêmement précise, n'est-ce pas, toutes ces dépenses qui ont été faites, on va se rendre compte que, en réalité, il n'a pas dépensé plus de 5 milliards pour faire tout ce qu'il prétend avoir fait. Donc il y a eu non seulement surfacturation, c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure que le ministre puisse rendre public les procès-verbaux de réception de ces différentes commandes. Est-ce que quand on nous dit que le stade Mbapelepe a été aménagé à coût de 1 milliard, je ne sais plus combien. Mbapelepe et stade militaire ont coûté environ 700 millions de francs CFA. Voilà. Quand vous allez à Mbapelepe, vous pensez que ce qu'il y a là comme équipement, ça a coûté ce montant? Quand vous allez, c'est plus grave encore au stade militaire. Donc, je crois que il faut
que la lumière soit faite sur la gestion du ministère de la Santé, before parce que nous ne sommes qu'au début. Nous ne savons pas combien de temps cette pandémie, qui a terrassé même les plus grands pays du monde, qui met en émoi toute la planète. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme. You seem to be painting everything black as far as the management of COVID-19 Parce by que government is tout est concerned. noir. But the Minister of Public Health indicates that the figures of COVID-19 are stabilizing. They are no longer rising as before, which is an indication that, according to him, government is managing this thing well. Those the figures were rising at the high speed at a certain moment, but now the figures are somehow stable. Are they not contradictory to what you're saying now? Le ministre de la Santé est dans la propagande, parce que les chiffres que j'ai montrent plutôt que le Cameroun, n'est-ce pas, a échoué dans sa plan de riposte. Je vous ai indiqué que le Cameroun, disons, est plus touché que le Nigeria, par exemple, hein, qui est à côté de nous, parce que le Nigeria, si on tient compte du nombre d'habitants, est à 32 malades par 100 000 habitants, alors que le Cameroun a 66 000. Vous comprenez? Donc nous avons... Et puis, le fait qu'on ait renoncé à organiser cette compétition sportive, je ne sais plus laquelle. C'était les demi-finales et la finale de la Champions League africaine. Voilà. Je pense que la raison principale, et officielle d'ailleurs, a été que avec la pandémie, on ne pouvait pas, disons, organiser cette compétition. Ça montre tout simplement que nous n'avons pas la maîtrise de notre plan de riposte. Le Cameroun qui compte déjà près de 16 000 cas positifs au Covid-19 avec environ 385 décès de suite de cette pandémie, des chiffres officiels. Messieurs, honorable Jean-Michel Nitieux et messieurs Duval Fangwa et Jonathan Babila, je vous invite à observer une pause dans cette émission, une courte pause, et après on revient pour poursuivre l'entretien avec l'honorable député Jean-Michel Nitieux, député SDF d'Ovory-Est et président régional du SDF pour le littoral. Vous pouvez boire un peu d'eau, hein? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez La Vérité en face sur Equinox en télévision. Invité ce soir, l'honorable député Jean-Michel Nitieux, député SDF Avory-Est, également président régional du SDF pour le littoral. Honorable député, vous avez été réélu pour la 3e fois dans un contexte particulier. Le Cameroun fait face à une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et les Camerounais n'ont pas oublié que le SDF avait conditionné sa participation à ces élections législatives et municipales au retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Honorable député, pourquoi vous avez participé à ces élections alors que la paix n'est pas de retour, ni dans le nord-ouest, ni dans le sud-ouest? Oui, c'était une décision extrêmement difficile. Il vous souvient que nous avons tenu
2 réunions du comité exécutif national de notre parti en l'espace de 3 jours. Et nous avons finalement décidé d'aller aux élections parce que on nous a donné les assurances que tout allait être fait sur le plan sécuritaire pour que les élections se tiennent normalement. Deuxièmement, nous étions un peu prisonniers de nos textes qui nous interdisaient de ne pas aller aux élections et qu'il fallait organiser un congrès s'il fallait, n'est-ce pas, violer ces dispositions parce qu'elle a été... c'est une résolution qui a été prise au congrès, c'est-à-dire celle de ne jamais boycotter une élection avec l'expérience du boycott de 92 et de 97. Nous sommes allés aux élections également parce que dans une dictature, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le boycott quelquefois est contre-productif. C'est-à-dire que si on décide tout simplement de ne pas aller à une élection sans créer un rapport de force qui permette d'empêcher la tenue ou de les perturber de manière substantielle, ça ne sert à rien de boycotter une élection parce que de toute façon le régime dictatorial en place va toujours trouver des partis qui vont l'accompagner, n'est-ce pas, dans cet exercice-là. C'est pour cette raison... En faisant le bilan de ces consultations électorales, honorable Jean-Michel Nitieux, aujourd'hui avec le recul, c'est pourquoi... est-ce que vous avez le sentiment que c'était la meilleure décision à prendre au regard des performances réalisées par le SDF au terme de ces consultations électorales? Non. C'était peut-être pas la meilleure décision. J'en conviens avec vous. Pourquoi aujourd'hui vous prenez cette position, regrettant d'avoir participé à ces élections? Je regrette tout simplement parce que nous pensions que surtout dans le cadre du nord-ouest et du sud-ouest, surtout le nord-ouest qui est notre plus grand fief électoral, que en y allant, les choses allaient se passer un peu comme dans un tournoi de football où quand le terrain est glissant, il est pour tout le monde. C'est-à-dire, on savait très bien que, à la lumière de ce qui s'est passé lors de la présidentielle, que ça allait être extrêmement compliqué. Mais
on se disait que au lieu de laisser le RDPC y aller seul, parce que vous savez que pratiquement dans le Nord-Ouest, le RDPC est le seul parti, pratiquement dans toutes les circonscriptions, qui fait face au SDF. C'est-à-dire qu'en décidant de ne pas y aller, on livrait le Nord-Ouest sur tapis vers le RDPC. Donc nous nous sommes dit que ça, c'était peut-être pas ma position, mais j'assume, n'est-ce pas, les décisions prises par mon parti. Quelle aurait été votre stratégie dans le cadre de cette situation? Vous savez, dans le Nord-Ouest et le je vais vous dire, après cette élection, et avec ce qui s'est passé, j'ai proposé aux instances de mon parti, à la hiérarchie de mon parti, de quitter les institutions. Mais je le dis, de quitter l'Assemblée, de quitter le Sénat, de quitter les mairies, de quitter les communes. Et pourquoi? Quel était l'intérêt d'une telle démarche? Pour laisser le régime en place, pour laisser le RDPC, n'est-ce pas, puisque tel a été toujours son souhait, pour le laisser gérer toutes ces institutions seules et nous mettre de côté et entrer dans une autre logique, parce que estimant que la logique institutionnelle qui a sous-tendu notre démarche jusqu'à là avait montré ses limites. De vouloir rester dans les institutions, ça avait montré ses limites. Et quelle devait être la nouvelle logique, justement? Quelle devait être la nouvelle stratégie du SDF si ce parti venait à se retirer des institutions, comme vous le proposiez? C'était quoi l'alternative? L'alternative, c'était de mobiliser, de créer un électrochoc. Parce que si on quittait les institutions, ça allait créer un électrochoc. Surtout que on allait, même si on n'a pas totalement la même démarche stratégique, on allait retrouver l'un des grands partis de l'opposition, comme on dit, pour parler terre à terre, dans la rue. Le MRC. Le MRC. Et je crois qu'à un moment donné, il faut créer le rapport de force. Parce que rester dans les institutions, même sachant que tout est verrouillé,
il n'y a pas de système électoral transparent. Il n'y a pas quand je parle de système électoral, je parle de l'organe en charge, je parle de la façon dont les choses se déroulent. Je parle même pour aller loin, même de l'institution qui valide les élections. Je pense que tout cela, toutes ces institutions sont verrouillées par le système, par le régime dictatorial en place. Et quels sont les arguments que vos camarades et je crois que il faut commencer à sensibiliser les Camerounais pour qu'ils s'engagent, n'est-ce pas, dans une autre logique. Je pense que les Camerounais ne sont pas moins intelligents, moins déterminés Before we que talk about d'autres that, peuples qui ont su prendre leur destin en main. Et cette posture d'être dans les institutions alors que on ne j'allais dire on ne peut pas faire bouger that idea of les lignes. splitting Je vous en prie, honorable député idea Jean-Michel of Mithieu, splitting the est-ce que vous êtes en institutions. train de faire un aveu que l'opposition qui a été élue au Parlement est incapable de pouvoir amener le changement au niveau même de la création de ce rapport de force, au niveau des propositions de loi à même d'améliorer les conditions de vie des Camerounais? Oui, mais c'est ce que je dis. On est je vais dire que on ne peut tout simplement absolument rien faire au Parlement. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée. Tout à l'heure, vous me demandiez d'aller, pourquoi je n'ai pas attendu ce fameux ministre-là pour lui poser ma question. Je doute très bien même que, même si j'avais choisi cette voie, je suis même pas sûr que ma question allait être programmée. And that Vous is why comprenez? you Donc- want the SDF to leave the parliament. But that Bon, idea donc- of yours is in sharp contrast with the stance of the national chairman on this. He has been pressurized for the number of times that he has been kidnapped by some armed civilians in the northwest to ask the members of parliament and the senators to quit. And he says that will never happen. Oui, je n'ai pas dit que la position qui est la mienne est celle du chairman, je ne l'ai jamais dit, ni encore moins celle du parti. J'ai indiqué que c'est une proposition que j'ai faite. Et d'ailleurs pas écrit, que j'ai fait cette proposition demandant qu'on, je le dis en tant que député, j'ai dit qu'il faut qu'on quitte parce qu'il est inadmissible que ce régime utilise des méthodes de voyous pour réduire le SDF au niveau où nous sommes. Et Vous quelles sont savez, ces méthodes, vous savez, si vous en prie, quelles sont ces méthodes, c'est utilisées par le quoi? gouvernement? Je prends un exemple à Batibo, où notre feu collègue, paix à son âme, madame, il a failli se faire tuer parce que il allait à Batibo pour prendre part aux élections. Est-ce que vous savez que finalement, sur un électorat d'à peu près 36 000, il y a eu, selon les chiffres de l'ECAM, il y a eu moins de 150 électeurs. Même pas
le tiers d'un bureau de vote. Vous pensez que ça, c'est une élection? Et j'allais dire, la même situation, le même schéma s'est multiplié dans l'ensemble du Nord-Ouest et même le Sud-Ouest. Il n'y a tout simplement pas eu élection. I was going to ask you earlier. Et ce régime qui avait pris tous les engagements à faire en sorte que les choses se déroulent dans un contexte et un climat sécurisé, n'a absolument rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, mais quand on parle de méthode de voyous, ils n'ont pas hésité à valider une élection qui finalement n'avait pas eu lieu, parce qu'il n'y a pas eu élection. Ils n'ont pas hésité à s'accaparer de tous les députés du... Mais le SDF est allé au contentieux, il y a une reprise partielle dans certaines circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On est allé au contentieux et le Conseil constitutionnel a annulé les élections. Certains de nos détracteurs ont même prétendu que c'était pour nous ménager un groupe. C'était méconnaître, n'est-ce pas, la roubladise et la malhonnêteté des responsables du RDPC qui ne serait aucunement embarrassé d'avoir 180 députés sur 180. C'est pourquoi je parle d'une dictature. I was going Et to c'est ask pour you cette earlier, raison, Honorable, how the SDF was kicked out of his political stronghold in the Northwest region, but my path was just too narrow for me to push that question through. Now, you're talking about the manifestations and so on. When you're talking about other strategies to push to change in Cameroon, are you talking about what we've seen recently in some African countries like Algeria and so on? bien sûr. Est-ce que vous êtes en train de faire l'apologie de la rébellion, de l'insurrection? Non, Ils sont pourtant condamnés au Cameroun. Je ne parle, écoutez, c'est pas, quand je parle de sensibiliser les Camerounais, je ne parle pas d'insurrection armée, je parle de mobilisation populaire. Vous savez, c'est le droit, c'est même le devoir de chaque peuple, n'est-ce pas, dont les libertés les plus élémentaires, ses droits les plus élémentaires lui sont refusés. C'est un devoir après l'indignation, de se révolter. Regardez ce qui se passe au Mali. Je crois que les Camerounais doivent comprendre que si n'acceptent pas de sacrifice, rien ne bougera. Ce régime est au bout du rouleau, mais si nous le faisons, il va se renouveler. Ce n'est pas ce que pensent des militants du RDPC. Ils tiennent à rappeler que leur champion, le président national et chef de l'État du Cameroun, a été réélu avec 71% des suffrages exprimés en sa faveur en octobre 2018. Que le chef de l'État est là et qu'il
gouverne le Cameroun. Il a encore 5 ans à la tête du pays, nonobstant les crises liées à la situation sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest et les défis sécuritaires. Le chef de l'État est présent et il gouverne le Cameroun avec la contribution et la participation des Camerounais. Voilà le discours des militants du parti au pouvoir face à aux appels de mobilisation des Camerounais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ils sont dans le propagande habituel. Quand ils prétendent que le président a été élu à 71%, par quel pourcentage de Camerounais? Vous savez, les Camerounais sont dégoûtés par les élections. C'est pourquoi, d'une élection à une autre, le taux de participation ne fait que dégringoler. Vous savez, le Cameroun, c'est quand même à peu près 25 millions d'habitants. Et sur 25 millions d'habitants, on s'attend logiquement à ce qu'il y ait à peu près 15 millions d'inscrits. Or, au Cameroun, il y a 7 millions d'inscrits. Et jamais plus de 3 millions et demi qui se déplacent effectivement pour aller voter. 3 millions et demi sur 25 millions, vous comprendrez que... Que faut-il faire donc pour que les Camerounais participent davantage au processus électoral? J'ai parlé dans l'un de mes articles publiés il y a quelques mois de la réforme du système électoral consensuel. Mais j'avoue que je n'y crois plus beaucoup parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Expliquez-nous davantage, honorable Nietzsche. Pourquoi vous n'y croyez plus aujourd'hui? Je n'y crois pas, tout simplement parce que le régime en place n'acceptera jamais de mettre en place les conditions de sa chute. Vous savez, s'il y a les élections transparentes aujourd'hui au Cameroun, M. Biya est battu à plate couture. Si il y a un système électoral véritablement transparent, la conséquence, c'est que ça va mobiliser les électeurs. Les électeurs iront en masse s'inscrire, ils iront en masse voter, mais ils ne croient plus aux élections. Et le pouvoir en place n'acceptera jamais de créer les conditions qui vont redonner confiance aux Camerounais en concernant en matière électorale. C'est pas possible. C'est-à-dire que demander au régime en place de créer un organe en charge des élections avec des membres qui ne soient pas des militants du RDPC, c'est lui demander l'impossible, pratiquement. Vous savez que tous les militants, les membres de l'ECAM, c'est des militants du RDPC. Et nous avons dénoncé ça dès la création du RDPC. J'ai une correspondance ici extrêmement scandaleuse d'un responsable, d'un membre du conseil électoral de l'ECAM, le professeur Monda, qui a prétendu avoir démissionné du RDPC, mais qui en réalité n'a pas démissionné de ses convictions. Il écrit comme militant du RDPC.
Il a précisé qu'il s'adressait au coordonnateur du RDPC dans la région de l'Ouest, Oui. en tant qu'ancien député RDPC et membre du conseil électoral. Voilà. En quoi est-ce que ça pose problème de rappeler son ancienne casquette? Il n'a fait que le rappeler dans la correspondance en précisant qu'il y a Voilà, la tête du conseil électoral délégué. Tout cela est illustratif de la collision qu'il y a entre... vous savez, il y a dans ce pays... dit que on ne peut trouver... on ne peut pas trouver au Cameroun des personnes véritablement neutres, n'ayant appartenu à aucun parti politique. C'est fait intelligence, c'est fait insulte à l'intelligence des Camerounais. Donc, je ne parle que d'élégants. Ces gens, le régime en place n'acceptera jamais de mettre un organe véritablement indépendant. And that's Parce why, qu'il sait que, and that's why you no longer believe in change through institutions. si c'est que, Is that? si cet organe, je rêve, par exemple, on met en place un organe et puis, je sais pas moi, on désigne, je sais pas moi, je sais pas quel pasteur ou quel Évêque, hein. Quel évêque qui, de manière indépendante, n'est-ce pas, constitue, un peu comme ça se fait dans certains pays africains qui sont un peu plus avancés. Je vous assure, ça sera la fin du régime. Alors, ils ne peuvent pas le faire. Et concernant la mobilisation, vous savez, j'ai vu certains militants du RDPC railler le président d'un parti politique en disant que oui, il n'arrive plus à mobiliser, mais il se dit leader de l'opposition, alors que j'aimerais que ce pouvoir laisse la liberté au peuple camerounais de manifester. Ce qui n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que ce pouvoir a peur des manifestations comme la peste. Honorable, you no longer believe in change. You no longer believe in change through the institutions, and that's why you're thinking about this other option, this other strategy that is already being implemented by other political parties of the opposition. The CPP, for example, has been calling on Cameroonians to rise up, like what you're saying now, to rise up and push through for a change in Cameroon, push through for a political transition in Cameroon. But the SDF has not been supporting any of these initiatives. Why is the Social Democratic Front pulling its legs? Je pense que rien n'est statique. Les choses... Quand je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat dans mon parti. Quel constat, honorable? Le constat de ce que nous sommes dans une impasse, de ce que on n'obtiendra rien, on n'arrivera jamais à faire bouger les lignes. And the question is why, when you have noticed this, but why are you still standing on your old position of yesterday? Staying in the institutions, struggling to get change within a system which you no longer believe in. Les choses ne sont pas statiques et je peux vous assurer que, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le seul militant du SDF, ni même pas le seul élu du SDF, à penser que nous devons créer un électrochoc. Nous devons penser au peuple camerounais
nous devons considérer que nous ne pouvons pas changer le Cameroun en comptant, n'est-ce pas, sur le régime en place qui continue à jouer le rôle, n'est-ce pas, de joueur arbitre. C'est pas possible. Donc, si j'avais tant pensé que on peut éventuellement, avec des pressions, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, à amener ce régime à accepter de mettre en place des institutions véritablement démocratiques. Vraiment, j'ai déchanté depuis. If the regional elections were to be organized in the months ahead, will you advise the chairman, the hierarchy of your party, to go in? Non. Ma position, c'est non, parce que de toute façon, vis-à-vis de nos frères anglophones, c'est même une provocation d'aller aux élections régionales. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut, pour gagner les élections dans le Nord-Ouest, au minimum, qu'il y ait cessé le feu. Qu'il y ait et pour qu'il y ait cessé le feu, il faut entreprendre un certain nombre de démarches, notamment discuter avec les séparatistes et d'autres forces politiques. Si ceci n'est pas fait, la même mascarade va se répéter, celle qui a eu lieu en l'année dernière, lors des législatives. Oui, cette année, en février. Et cette fois, peut-être avec moins de résonance, parce qu'il n'y aura que les chefs traditionnels et les conseillers, ils n'auront pas. On va transporter les gens comme on l'avait fait lors des sénatoriales en 2018 par hélico. On va transporter les grands électeurs pour venir voter. Ça, c'est une fuite en avant du régime en place. Et je souhaiterais que mon parti n'y prenne pas part. Honorable Jean-Michel Nitieux, lorsqu'on vous écoute sur les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir déverrouiller le système bloqué par le RDPC, on voit surtout que vous incitez sur la mobilisation populaire, la mobilisation des citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas un travail interne à faire au sein des formations politiques? Parce que l'une des raisons très souvent évoquées également par les uns et les autres, c'est que l'offre politique n'est pas suffisamment alléchante. L'offre politique faite par les différentes formations politiques en place. Est-ce que le moment n'est pas venu pour le SIF de tirer les leçons de ces différentes et successives déculetés du point de vue d'une réorganisation interne pour pouvoir se projeter davantage dans l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour le SIF aujourd'hui de se régénérer? Est-ce que le SIF a liquidé les différents échecs ou les différentes contre-performances aux différentes consultations électorales passées? Oui, c'est un travail qui a commencé et qui va continuer dans le SIF. Mais concernant la mobilisation, je ne crois pas que c'est un problème de parti politique. Vous savez,
quand les Soudanais se sont mobilisés, ce n'était pas sous le couvert d'un parti politique, c'était le peuple soudanais qui se mobilisait. Quand les Algériens se sont mobilisés pour chasser Bouteflika, vous vous souvenez bien, ce n'était pas un parti politique. Je crois que... Mais il y a un discours, je veux dire, qui doit être clair et limpide. Vous savez que à l'Assemblée nationale, par exemple, sur la procédure, vous savez que les choses, vous ne voyez pas toujours les choses de la même façon. Le PCRN, par exemple, qui vient d'entrer à l'Assemblée, a dit être pratiquement satisfait de la manière dont cette session s'est tenue. Pendant que vous, au SIF, vous estimez que on n'en a rien tiré, c'est un échec, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, le Parlement n'offre rien du tout. Vous avez cette formation politique qui estime que, bon, ils sont une force de proposition. C'est une vision qui est complètement, j'ai dit, différente de ce que vous avez au SIF. Vous avez le MRC qui a décidé de ne pas participer aux consultations électorales, une idée que vous semblez partager. Est-ce que ces divergences-là n'amènent pas à comprendre qu'il y a une cacophonie au niveau de l'offre qui est présentée aux citoyens camerounais par rapport à l'alternance entre PIF? Je pense que nous devons prendre de bonnes décisions et le peuple reconnaîtra les siens. Quand vous dites vous? Le SIF. Et ça passe par quoi? Vous avez dit qu'il y a des chantiers qui ont commencé. Oui. Vous travaillez sur quoi? Vous travaillez sur le casting, le choix des candidats aux différentes consultations électorales. Vous travaillez sur quoi, par exemple? Nous sommes en train de mener une réflexion au sein du parti. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Mais je ne suis pas le seul à penser qu'à un moment donné, nous devons accepter l'esprit de sacrifice et penser à l'avenir de ce pays. C'est extrêmement important. Est-ce que dans le chantier de, je veux dire quoi, de mobilisation ou de réorientation du SDF, vous pensez fortement à un rapprochement avec un parti comme le MRC? Le MRC qui a boycotté les élections, mais qui, il faut le reconnaître, a aujourd'hui une grande capacité de mobilisation. Je disais tout à l'heure que si aujourd'hui ce régime respecte ses propres lois, notamment en ce qui concerne la liberté de manifester. Je vous assure, la mobilisation qu'il y aura est telle que M. Biya entendra nos clameurs d'étudier. Et c'est pour cette raison que je crois qu'il faut créer un électrochoc. C'est extrêmement important. Il faut redonner confiance au peuple, qui de toute façon ne croit plus. Même si le MSC a boycotté, c'est bien. Et même si vous savez, en
2018, quand le MSC a pris part aux élections, le taux de participation était à la présidentielle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu moins c'était moins de 50% en tout cas, même comme les statistiques officielles disent autre chose. Mais le MSC est dans une posture qui le rapproche plus de ce que j'appellerais le peuple de l'opposition souhaite aujourd'hui. Et je crois que il est important que nous puissions évoluer. Il y a des petites différences d'approche stratégique, mais si nous nous mettons d'accord sur une approche minimale, et si on entend sur les choses fondamentales, je pense que ça peut faire bouger les lignes. Ça peut faire bouger les lignes, et je pense que l'opposition a le devoir de se mettre ensemble. C'est extrêmement important. L'opposition a le devoir de se mettre ensemble. Mais est-ce que cette opposition a tiré les leçons des multiples échecs des alliances qui avaient été nouées dans les années antérieures? Il y a eu des tentatives de rapprochement qui ont été observées en 2011, en 2018, également dans les années 2004 et aussi concernant les élections présidentielles et les élections législatives et des groupements de l'opposition pour faire face au pouvoir qui n'ont pas tenu quelques mois au regard des égos de certains leaders politiques. Est-ce qu'on a tiré les leçons pour aller vers de nouvelles stratégies? Je vais être clair. Ma conviction, c'est que cette union de l'opposition ne doit pas se faire autour, n'est-ce pas, d'une ambition ou d'une démarche pour aller aux élections. Ça ne sert à rien de dire que bon, il faut que l'opposition se mette ensemble pour aller battre Biya, avec tous les tas que je viens de décrier. But why you are not doing that? Others are doing that. The G20 supporting President Paul Biya. Why you're hesitating to come together and go in a common front in an election? Others are doing that, forming what was called the G20 to support the head of state. Oui, ça c'est du passé, mais je dis encore une fois, ma conviction c'est que il faut redonner d'abord confiance aux Camerounais pour qu'ils se mobilisent, pour que au minimum cette mobilisation mette suffisamment de pression pour obtenir des institutions véritablement crédibles. C'est-à-dire que un système électoral véritablement crédible, avec un organe en charge d'élection crédible, qui n'est pas une excroissance du RDPC,
code électoral adopté de manière consensuelle avec l'imitation de mandat et tout ce que le SG a suffisamment communiqué là-dessus et il y a un consensus autour de ce que nous voulons comme code électoral, ce que nous voulons comme de la façon dont nous voulons que le système électoral dans son ensemble n'est-ce pas, évolue pour devenir vraiment un système électoral digne, n'est-ce pas, d'une véritable démocratie. C'est-à-dire que cette mobilisation doit avoir pour objectif d'obtenir des règles du jeu électoral véritable. Il faut qu'on commence par là. Et ça ne peut pas se faire, n'est-ce pas, à travers une démarche institutionnelle. C'est-à-dire que nous sommes même quand nous étions 18, on avait un groupe parlementaire. Quand on a adopté, disons, la loi portant création de l'ECAM, et je vous assure, nous avions, je pense, et même le code électoral, nous avions pratiquement 200 amendements. Aucun amendement n'est passé. C'est-à-dire que pour caricaturer, le Roman dans paix à son âme avait essayé de corriger une formulation juste pour que ça soit du bon anglais. Parce qu'il disait qu'en anglais, la traduction n'était pas bonne. On a débattu durant des heures pour finalement adopter la mauvaise formulation. Parce que à l'Assemblée, quand un texte arrive, il passe comme lettre à la poste. Même les députés du RDPC ne peuvent pas y changer une virgule. Et c'est pas quand les gens nous parlent de nous raillent dans la rue en disant que vous avez fait quelle proposition de loi, machin, tout ça. Même les députés du RDPC, dans l'histoire de l'Assemblée, n'ont jamais fait passer une proposition de loi. Même les députés du RDPC. Les députés du PCRN sont, eux, un peu plus joviaux, enthousiastes. Bon, je pense que c'est ce qu'on appelle zèle du néophyte. Peut-être ils vont comprendre, ils ne sont là que depuis 3 ou 4 mois, ou 5 mois. Je suis là depuis près de 15 ans. Le SGF est là depuis maintenant 23 ans. À l'Assemblée, nous avons l'expérience de l'Assemblée. Ils vont comprendre ils ont été très vite, très enthousiastes. Honorable député Jean-Michel Nitieux, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député SDF Avory-Est, président régional du SDF pour Littoral. Honorable député, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci également à vous, Duval Fongois, Jonathan Babila, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission La Vérité en face. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.
Equinox.